Est-ce que vous avez déjà entendu parler des femmes de réconfort pendant la Seconde Guerre mondiale? C'était tout simplement des femmes utilisées par l'armée japonaise pour satisfaire les besoins sexuels des soldats sur le front. Et globalement, que l'on soit historien, journaliste ou simple spectateur, tout le monde s'accorde sur une chose, c'est que pour la majorité de ces femmes, si ce n'est toutes, c'était l'enfer. Certaines d'entre elles ont été recrutées par tromperie, d'autres ont été forcées, beaucoup ont été traitées comme du véritable bétail humain. Elles vivaient dans des conditions atroces, elles subissaient des violences physiques, psychologiques, sexuelles, et tout ça pendant des années. Bref, quand on parle de femmes de réconfort, on parle généralement de l'une des pages les plus sombres de la guerre. Et pourtant, une jeune japonaise d'à peine 18 ans, envoyée elle aussi sur une base militaire du Pacifique pour servir les soldats, a laissé un témoignage dans lequel elle explique que pour elle, cette période, ça a été la meilleure période de sa vie. Vraiment, comment une femme peut-elle passer 2 ans comme esclave sexuelle dans une base militaire en pleine guerre mondiale, elle se prend des bombardements, tout ça, et considérer plus tard que, rétrospectivement, les 2 ans qu'elle a passé là-bas, c'était les plus belles années de sa vie. Est-ce qu'elle ment? Non. Est-ce qu'elle essaye de justifier ce qu'elle a vécu? Non, c'est pire que ça, parce que le plus terrible dans la vie de cette femme, c'est pas ce qu'elle a vécu pendant la guerre, c'est tout le reste. Bonjour. Cette vidéo avant de plonger dans l'action est sponsorisée par CyberGhost VPN. Vous voyez autour de moi, il y a énormément de gens et ces gens peuvent à tout moment accéder aux données de mon téléphone portable. C'est pour ça que j'ai toujours CyberGhost VPN d'activer quand je voyage. Donc je me protège avec CyberGhost VPN parce que là, vous l'imaginez bien, on est sur un Wi-Fi public. Et quand on est sur un Wi-Fi public, c'est très facile d'accéder à nos données. CyberGhost VPN, il va chiffrer tes données et il va masquer ton adresse IP pour te protéger un peu plus. Mais surtout, il va me permettre, puisque c'est vraiment ce que j'ai envie de faire là maintenant, d'aller sur Netflix aux États-Unis ou Disney+ pour profiter du catalogue de streaming disponible dans le monde entier, puisque CyberGhost VPN te permet de contourner la géolocalisation. Et même si tu es chez toi, si tu n'es pas en voyage, c'est pareil, parce que les plateformes de streaming dans le monde, elles ont un catalogue beaucoup plus vaste que ce que tu as chez toi en France, en Suisse, en Belgique, au Canada. En parlant de Belgique, il y a même la Formule 1 qui est gratuite. Si vous utilisez un VPN, vous pouvez aller sur les chaînes belges pour la regarder. Je dis ça, je dis rien. Petite réduction dans CyberGhost VPN avec le lien en commentaire. 83% de réduction plus 4 mois d'abonnement offert. Si vous prenez l'abonnement de 2 ans, ça fait à peine plus de 2 € par mois. C'est pas mal, non? On peut le partager avec cette personne en commentaire épinglé et en description. Tout commence, ou plutôt tout se termine, le 26 avril 1972 à Chiba, pas très loin de chez moi. Ce jour-là, une femme de 48 ans met fin à ses jours en s'asphyxiant au monoxyde de carbone dans sa voiture. Vous savez, c'est le classique, on relie son pot d'échappement à la fenêtre de sa voiture, on allume le moteur et on respire le monoxyde de carbone. C'est un truc, j'ai envie de dire, très classique au Japon, pas tant que ça, mais c'est assez fréquent pour que ce soit pas notable. Donc l'histoire globalement aurait pu s'arrêter là. Sauf que, lorsque la police arrive sur place, elle découvre quelque chose d'inhabituel. À côté du corps, sans vie, se trouve une lettre et un manuscrit. La lettre, on va en reparler un petit peu plus tard, mais elle est adressée à une journaliste. Et le manuscrit, lui, il raconte toute la vie de la personne qui vient de mourir. Et quand je dis toute sa vie, c'est vraiment toute sa vie, depuis son enfance, son passage par la pauvreté, la prostitution, la guerre, les femmes de réconfort, l'après-guerre, ce qui va pas, les espoirs, tout ça. Tout est dans ce manuscrit. Aujourd'hui, ça peut paraître anodin, c'est juste un témoignage comme ça, mais à l'époque, en 1972, personne ne parle des femmes de réconfort. Personne. C'est pas un sujet, ça n'intéresse pas. Il n'y a pas de débat international, il n'y a pas de polémique entre les historiens, il n'y a pas de confrontation entre la Corée, le Japon, tout ça, il n'y a pas de revendication politique. Rien. Tout le monde s'en fout. C'est que 20 ans plus tard, dans les années 90, que ça deviendra un vrai sujet international et que les pays d'Asie vont commencer à se friter autour de ça. Et ce manuscrit va parler de tout ça et aussi, il va nous aider à comprendre comment cette femme qui vient de mourir a pu considérer que les années qu'elle a passées comme femme de réconfort étaient les meilleures de sa vie. Et pour comprendre tout ça, il faut remonter plusieurs dizaines d'années en arrière, à une époque où elle était encore qu'une petite fille dont toute l'existence va être bouleversée à cause d'un objet aussi banal qu'un chauffage électrique. L'histoire de Keiko débute en 1934 à Hakodate, tout au nord du Japon. Elle a à l'époque 9 ans et c'est l'aînée d'une fratrie. Son père est ingénieur maritime et sa famille n'est ni riche ni pauvre. Honnêtement, sa vie, elle ressemble à celle de millions d'autres enfants. Elle va à l'école, elle joue avec ses amis. C'est la vie classique d'une enfant de 9-10 ans. Sauf que le calendrier de la maison, ce jour-là,
affiche la date du 21 mars. Or, le 21 mars 1934, c'est tout simplement la date d'une des plus grandes catastrophes du Japon d'avant-guerre. À quelques pâtés de maison seulement de la maison de Keiko, il y a un chauffage électrique, tout ce qu'il y a de plus banal, qui est en train de mettre le feu à une maison. À l'époque, toutes les maisons, tous les bâtiments japonais quasiment, sont en bois. Donc, comme on dit dans le jargon des feux de maison, ça prend bien. Surtout que le 21 mars 1934, la ville de Hakodate est sur le passage de ce qu'on appelle une dépression extratropicale explosive. Je connaissais pas ce terme avant moi non plus, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de vent qui va souffler pendant très très longtemps. Et vous l'avez compris, le cocktail feu plus bois plus vent qui souffle à plus de 100 km/h, c'est pas bon signe pour Keiko ni pour les 200 000 habitants de la ville. En 48 heures à peine, le feu a ravagé plus des 2/3 de la ville, détruisant plus de 11 000 bâtiments, tuant plus de 2000 personnes et faisant plus de 145 000 sans-abri. Et comme, à l'époque, le système d'assurance est pas aussi efficace que celui d'aujourd'hui, la situation se complique très vite pour des milliers de familles, dont celle de Keiko, qui, du jour au lendemain, perd tout. Plus de maison, plus de travail, plus d'argent. Et en plus de ça, pour ne rien arranger, on est dans une période déjà assez difficile pour le Japon. On n'est pas très longtemps après la crise mondiale de 1929, donc c'est dur pour tout le monde. En plus, une année où les récoltes ont été mauvaises et dans une campagne assez pauvre du Japon. Donc, pas facile de repartir à zéro dans ces conditions. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'espoir. Donc, le père de Keiko, qu'est-ce qu'il décide de faire? En bon père de famille, il vend sa fille. Keiko, elle vient d'avoir 10 ans et son père la vend à une maison de geisha de Tokyo pour 300 yens. 300 yens, c'est le prix que j'ai payé pour ce petit tanuki en plastique là qui a des grosses couilles. Et je suis pas sûr que, en tant que père de famille, je revende ma fille pour ce prix-là. Non, à l'époque, en fait, 300 yens, c'était beaucoup plus que ça. C'était l'équivalent de plusieurs mois de salaire. Et là, j'avoue, ça fait déjà un petit peu plus réfléchir. Non, ça fait pas réfléchir du tout. On ne vend pas ses enfants, bordel. Il y a d'autres solutions. Les manger, par exemple. C'est pas drôle, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Arrête de faire des blagues de merde. Pour autant, quand elle apprend la situation, Keiko, elle fait preuve d'une maturité qui est assez incroyable. Elle va le dire dans son manuscrit, mais elle comprend que le sacrifice est nécessaire pour sa famille et que son rôle, en tant que sœur aînée, c'est de protéger son petit frère et sa petite sœur. Moi, à 10 ans, en comparaison, je regardais le Club Dorothée. Donc on n'avait pas le même niveau de problème, ni le même niveau de maturité apparemment. Toujours est-il que la voici partie pour la capitale. Pour au moins 10 ans, c'est la durée du contrat minimum qu'elle doit honorer pour rembourser la dette auprès de la maison de geisha. Vendre un enfant pour prostitution, même à l'époque, est-ce bien légal? Eh bien, non. Mais un peu si quand même. En fait, on ne parle pas officiellement de vendre un enfant, on parle d'avance sur salaire, on parle de contrat d'apprentissage, on parle de dette à rembourser. En fait, sur le papier, Keiko, elle n'est pas vendue. La maison de geisha avance simplement de l'argent à sa famille et la jeune fille devra rembourser cette somme grâce à son travail. Donc on contourne un petit peu le système comme ça, très classique au Japon. Mais appelons un chat, Keiko, elle est vendue. Et elle arrive dans une maison de geisha de Tokyo avec une grosse dette sur les épaules, une dette qui, théoriquement, doit être remboursée au fil des années. Sauf qu'il y a un petit problème, un petit twist. Devenir geisha, ça coûte extrêmement cher. Il faut payer des cours de danse, il faut payer des cours de musique, il faut payer des vêtements, les kimonos, tout ça, le maquillage, le logement, la nourriture. Il faut tout payer. Et devinez qui reçoit la facture? Bien sûr, c'est Keiko. Donc le résultat, c'est qu'au lieu de diminuer sa dette, elle augmente. Plus les années passent et plus elle doit rembourser de l'argent à son établissement. C'est un système qui est redoutablement efficace pour garder les filles prisonnières plusieurs années supplémentaires. Donc là, elle n'est pas partie pour 10 ans, mais pour bien plus. Pour autant, pendant 4 ans, ça se passe plutôt bien. Bon, Keiko, elle est loin de sa famille, elle s'amuse pas, elle est en formation, tout ça, mais elle est dans un cadre professionnel où elle apprend les arts traditionnels, elle reçoit une formation, elle étudie donc la musique, la danse, les bonnes manières. Elle reçoit même un nouveau nom, Kikumaru, qui sera son nom de geisha. Kiku, ça signifie le chrysanthème en japonais. C'est pas du tout associé à la mort comme chez nous, ce qui serait plutôt pertinent vu la fin de cette vidéo, mais c'est associé plutôt à l'élégance et même à la famille impériale. Et là, c'est important de vous rappeler quelque chose. Une geisha n'est pas une prostituée. Je sais que c'est l'image que beaucoup de gens ont en tête, mais ce sont deux métiers très différent. Une geisha, c'est avant tout une artiste, c'est une professionnelle du divertissement. Son rôle, c'est de chanter, de danser, de discuter, de servir du thé, d'animer les soirées, généralement de clients fortunés, mais c'est pas de coucher avec ses clients, c'est autre chose. Le problème,
c'est que le propriétaire de la maison où travaille Kikumaru, il semble pas avoir la même définition du métier. Lui, il a une définition beaucoup plus souple. À 14 ans, lorsqu'elle atteint l'âge adulte, selon les critères de l'époque, et les critères de l'époque, ça veut dire qu'elle a ses premières règles, elle obtient son enregistrement officiel comme geisha. Et, aux surprises, elle est immédiatement envoyée auprès de clients comme prostituée, à 14 ans. À ce stade, je pense qu'on peut déjà qualifier sa situation de préoccupante. Dans ses notes, Keiko, elle donne pas énormément de détails sur cette période, mais du peu qu'elle donne, on comprend que c'est pas foufou ce qu'elle vit parce qu'elle décrit son existence comme une vie plus misérable que de vivre dans la jungle. Elle raconte son épuisement permanent, les journées interminables, les évanouissements provoqués par la fatigue. Elle explique que même lorsqu'elle s'effondre, on la force encore à continuer à travailler. Et tout ça, je le rappelle, parce qu'un chauffage a mis le feu à un rideau 5 ans auparavant. À 16 ans, après 2 années de prostitution, Kikumaru finit par craquer. Elle trouve refuge auprès de l'Armée du Salut, une organisation qui lutte contre la prostitution et qui tente d'aider les jeunes femmes piégées comme elle à sortir du système. Et ça marche plus ou moins. Ça la sort pas totalement d'affaire, mais après des négociations très longues et très laborieuses entre son père, sa maison de geisha et l'Armée du Salut, elle est autorisée enfin à retourner chez elle, après plus de 6 ans quand même loin de sa famille. Mais attention, elle n'est pas tout à fait libre. Elle n'est pas libre parce qu'elle doit quand même rembourser sa dette à la maison de geisha et sa dette est énormissime. C'est une dette qui est impossible à rembourser avec un salaire normal. Donc, et c'est là qu'on comprend que sa vie, elle va vraiment pas être facile, elle retourne dans une autre maison de geisha / prostitution à Tokyo pour faire la même chose. C'est la seule solution qu'elle a pour rembourser sa première maison de geisha. Elle est condamnée à cette vie pour toujours. Et c'est là qu'arrive ce qui est probablement la phrase la plus étrange de toute cette histoire. À 17 ans, alors qu'elle voit absolument aucune issue à sa situation, une opportunité se présente enfin à elle. Et cette opportunité, c'est la guerre. On est en 1942, pile en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, quand le Japon est encore en train de gagner du terrain dans le Pacifique, et elle entend que l'armée recrute des femmes. Pas des infirmières, des femmes de réconfort. Sur le papier, je le conçois, c'est pas un travail facile, c'est même terrifiant. Il faut passer ses journées à satisfaire à la chaîne des soldats japonais, en plus sur un terrain de guerre, donc non merci. Mais Keiko, elle voit pas ça comme ça. Elle voit ça comme une chance de sortir de sa condition, et en plus, avec fierté, puisqu'elle va participer, elle aussi, à l'effort de guerre. Pour elle, c'est même plus que ça, en fait, c'est une opportunité en or, parce que ce que propose l'armée aux femmes dans la situation de Keiko, c'est un deal. Un deal qu'elle peut pas refuser. Elle sera utilisée par les soldats comme ils veulent pendant 2 ans, et en échange, l'État règle sa dette à la maison de geisha. Ça veut dire que si elle serre les dents pendant 2 ans, elle est libre. Et à seulement 20 ans, elle pourra recommencer sa vie à zéro. Lorsque Kikumaru embarque pour les îles Truk en 1942, elle a 18 ans. Les îles Truk, qu'on appelle aujourd'hui les îles Chuuk, se trouvent en plein milieu du Pacifique, et si vous êtes plongeur, le nom vous dit peut-être quelque chose parce que aujourd'hui, c'est l'un des plus grands cimetières sous-marins du monde, c'est l'un des plus grands musées sous-marins du monde, rempli de plein d'épaves japonaises. C'est assez incroyable, il y a des bateaux, il y a des chars, il y a des avions. C'est ouf de plonger là-bas, mais à l'époque, évidemment, rien de tout ça n'existe encore. Quand elle arrive sur place, Kikumaru, qui d'ailleurs s'appelle plus Kikumaru, qui s'appelle Keiko, puisqu'elle est plus geisha, qu'est-ce qu'elle découvre? Elle découvre des lagons turquoises, des cocotiers, des plages de sable blanc et un climat tropical. Pour la jeune femme, qui a grandi entre la campagne japonaise et les quartiers les plus misérables de Tokyo, c'est le choc. Elle arrive au paradis. Et surtout, pour la première fois de sa vie, la chance lui sourit. Il y a une centaine de femmes japonaises qui débarquent avec elle sur Truk à peu près au même moment, et elles sont toutes réparties entre différents établissements. Il y en a certaines qui seront affectées aux simples soldats, et d'autres, un petit peu moins nombreuses, 33 exactement, seront affectées aux officiers. Et Kikumaru, elle est envoyée chez les officiers. Et pas les sous-officiers, les officiers. Parce que pour les Japonais à l'époque, toutes les femmes n'ont pas la même valeur. Tout en bas de l'échelle, on va trouver les prisonnières qui ont été raflées en Asie, notamment en Chine, en Corée et en Philippines. Plus haut, on trouve les japonaises, et encore plus haut, on trouve les femmes blanches et les geishas. Keiko, elle est donc tout en haut de la pyramide, et elle se retrouve dans des conditions de luxe,
par rapport à d'autres femmes. Parce que les femmes qui sont assignées aux soldats non gradés, les pauvres, elles enchaînent les passes jusqu'à écroulement physique. Elles peuvent recevoir plusieurs dizaines d'hommes par jour dans des conditions qui sont terribles et globalement, elles ont de la chance si juste elles arrivent à voir la lumière du jour. Chez les officiers, la situation est totalement différente. Keiko, elle raconte qu'elle reçoit beaucoup moins de visiteurs, qu'elle dispose d'un logement correct, elle mange à sa faim, elle reçoit des cadeaux, des pourboires, elle a même du temps libre et c'est là qu'arrive le paradoxe au cœur de toute cette histoire. Pour la première fois depuis l'âge de 10 ans, Keiko n'a plus de dette. Pour la première fois depuis l'âge de 10 ans, elle sait exactement quand son contrat se terminera. Pour la première fois depuis l'âge de 10 ans, elle n'a plus l'impression d'être enfermée dans un piège qui est sans issue. En vrai, elle est tellement bien là où elle est qu'elle dira que son expérience sur Truk, c'est le meilleur moment de sa vie. Et en fait, si on réfléchit, c'est horrible d'apprendre ça. Quand on prend un peu de recul sur sa situation, c'est quand même très difficile d'imaginer qu'elle était vraiment heureuse. Parce qu'on parle d'une jeune fille qui a à peine 18 ans, loin de sa famille, qui est globalement prisonnière de l'armée et qui doit coucher tous les jours avec des hommes qu'elle connaît pas. Et pourtant, elle dit que c'est le meilleur moment de sa vie. Ce que ça veut dire surtout, c'est que tout ce qu'elle a subi les années d'avant et tout ce qu'elle va subir les années d'après était tellement horrible que le fait d'être une esclave sexuelle dans l'armée, pour elle, c'est des vacances. Et malheureusement pour elle, comme toutes les vacances, elles doivent prendre fin un jour. Truk, c'est l'une des bases militaires les plus importantes du Japon. C'est l'équivalent du Pearl Harbor japonais. Je vous dis depuis tout à l'heure que c'est un ensemble d'îles, mais plus précisément, c'est un lagon. Un lagon hyper stratégique, et regardez un peu, je vous montre pourquoi. Déjà, les îles sont situées dans une zone idéale, loin des côtes du Japon, pour une avancée en profondeur dans le Pacifique, mais aussi assez éloignées des bases américaines comme Hawaï, Guam ou Midway. Ensuite, les îles sont grandes et nombreuses, avec des eaux assez profondes pour mouiller les bateaux, de la place pour construire des bases et des aérodromes, des montagnes pour y creuser des bunkers, bref, la topographie est parfaite. Et surtout, les îles, vous le voyez, sont entourées par une énorme barrière de corail. C'est une superbe défense naturelle qui rend toute attaque par la mer presque impossible. Donc, les Américains, qu'est-ce qu'ils font ? Ils attaquent par les airs. Voilà, ils bombardent tout, ils détruisent les ports, les bateaux, les aérodromes. Barrière de corail ou pas barrière de corail, je vous le dis, il va plus rester grand-chose de la base japonaise dans le coin. C'est précisément les 17 et 18 février 1944, durant l'opération Hailstone, que les États-Unis attaquent les îles Truk, et ils les attaquent bien correctement, en force. Et Keiko, elle est là. Elle voit tout. Il y a plus de 500 avions américains qui attaquent le lagon. Ils coulent des dizaines de navires. Ils détruisent presque 300 avions japonais. Ils ciblent les dépôts de carburant, les installations militaires. Tout. Il y a presque 5000 Japonais qui sont tués en 48 heures. Et Keiko, elle assiste à tout ça depuis les premières loges. En fait, à l'époque, elle se trouve sur l'île de Doublon, dans le quartier des femmes de réconfort pour les officiers. Et c'est l'île qui est le plus touchée par les attaques. Donc elle est là, elle voit tout. Mais à la fin des raids, Keiko, elle est toujours vivante. Elle a rien. Elle a rien, par contre, c'est la fin des vacances là. Parce que maintenant, pour elle, comme pour des dizaines de milliers de personnes, il faut passer en mode survie. Parce que la base, elle n'est pas juste détruite, elle est aussi isolée. Le Japon en 1944, il se rapproche de plus en plus de la défaite. Et si vous avez suivi l'histoire de Hanatahan, vous savez que les Japonais qui sont stationnés loin des côtes du Japon, soldats ou pas soldats, ils vont se retrouver à la fin de la guerre livrés à eux-mêmes, sans ravitaillement, sans rien. Donc durant les semaines et les mois qui suivent le bombardement, les conditions sur l'île sont vraiment horrible, et Keiko, elle doit survivre dans des ruines encore chaudes, pleines de cadavres, avec des soldats blessés, avec des vivres qui commencent à devenir rares, avec des médicaments qui disparaissent, avec des maladies qui se propagent, bref, tout ce que vous pouvez imaginer d'une vie après un bombardement sur une île tropicale qui plus est, au milieu de nulle part dans le Pacifique. Dans ses notes, Keiko, finalement, elle parle très peu du bombardement en lui-même, mais elle parle beaucoup de l'après. C'est surtout ça qui l'a marqué, la difficulté de survivre après l'attaque. Pourtant, une nouvelle fois, Keiko, elle va avoir de la chance, relativement par rapport à sa vie, parce qu'elle fait partie des personnes qui sont rapatriées relativement tôt vers le Japon, et elle quitte Truk seulement quelques semaines après les bombardements, et surtout, elle part de là vivante, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres qui vont rester encore des mois et des mois jusqu'à la fin de la guerre, donc presque 1 an et demi sur l'île, et au final, sur Truk, il y aura plus de victimes dues à la faim et dues aux maladies que pendant les bombardements qui pourtant ont été très meurtriers. Lorsqu'elle rentre finalement au Japon, Keiko, elle pense probablement que le plus dur est derrière elle. Elle a survécu à un incendie, elle a survécu à la prostitution, elle a survécu à sa condition de femme de réconfort, elle a survécu au bombardement des Américains, elle a survécu à l'après-guerre, donc statistiquement, elle devrait quand même au bout d'un moment être tranquille. Mais non,
Le Japon en ce moment-là est en ruine, c'est même pire qu'à Truk. Les villes sont détruites, l'économie est à genoux, la nourriture elle manque partout. Et encore une fois, Keiko, elle va devoir se battre pour survivre. Donc elle enchaîne les petits boulots, elle travaille dans des usines, elle travaille dans des supermarchés, elle accepte tout ce qui lui permet de gagner un petit peu d'argent, mais malgré ça, tous les jours, c'est la galère. En tout cas, au moins, elle est plus femme de réconfort. Ce qui pourrait toujours être le cas, parce que, aux surprises, même après la guerre, le système n'a pas totalement disparu. Parce que maintenant, les Japonais n'ont plus besoin de femmes de réconfort, mais il faut satisfaire les soldats américains. Parce que eux aussi, à l'époque, ce sont pas les derniers à violer quand ils débarquent quelque part. Déjà, on sait qu'ils se privent pas trop quand ils débarquent comme des alliés, mais alors imaginez quand ils débarquent comme des conquérants. Donc juste après la fin de la guerre, les Japonais qui voulaient protéger leur population féminine, ils ont mis en place une recette qui marche, selon eux, à travers ce qu'ils ont appelé la RAA, la Recreation and Amusement Association. Comprenez, ils ont mis des femmes de réconfort dans des bordels qui étaient réservés au GI. Officiellement d'ailleurs, c'était pour limiter les violences sur la population féminine et aussi les maladies, mais officieusement, ils étaient bien contents de faire ça aussi pour éviter le métissage et conserver, selon eux, la pureté ethnique, comme ils disent. Ceci dit, les femmes, en tout cas en théorie, ne sont pas forcées cette fois. On n'utilise plus de prisonnières de guerre ni rien, mais vu l'état de l'économie du Japon, il y a quand même des dizaines de milliers de femmes qui, si elles veulent manger, n'ont pas trop le choix. Donc voilà, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent encore après la guerre dans des établissements comme ça, mais pas Keiko. Pas question pour elle de retomber là-dedans. La chance tourne enfin pour Keiko quand on la repère suite à une audition et qu'on lui propose un rôle dans un film. Mais la chance retourne encore quand elle se fait arrêter par la police la même semaine pour revente de marchandises volées. Sa carrière d'actrice, elle a même pas eu le temps de commencer, que boum, elle se fait serrer par la police et tout tombe à l'eau avant même de débuter. Donc c'est impossible pour elle, quoi qu'elle fasse, de sortir de la misère. Elle enchaîne entre chance, malchance, chance, malchance, avec bien entendu, vous l'avez compris, un degré de malchance qui est toujours bien plus élevé que le peu d'opportunités qu'elle arrive à avoir dans la vie. Et ça va être comme ça toute sa vie, parce qu'elle décide de redevenir geisha, mais cette fois elle va devenir une vraie geisha, de haut rang, respectée, et ça va bien marcher pour elle. Sauf qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enchaîne les relations toxiques avec les hommes, des hommes qui profitent d'elle, et j'abrège, mais en fait toute sa vie, ça va être ça. Essayer de trouver des solutions et avoir de la malchance, tomber sur les mauvaises personnes, prendre les mauvaises décisions. Encore une fois, c'est fou de dire ça, mais la meilleure période de sa vie, qu'on considère le avant ou le après, c'est vraiment quand elle était femme de réconfort pendant la guerre. Elle a eu une vie tellement merdique avant et tellement merdique après que le moment où elle s'est sentie le plus libre dans sa vie, c'est quand elle était prisonnière des soldats japonais. C'est à l'âge de 48 ans, le 26 avril 1972, que la limite est atteinte pour Keiko, c'en est trop. Elle a lutté toute sa vie et elle arrive à un point où elle a juste quelques euros en poche, aucun espoir d'avenir, et elle décide de mettre fin à sa souffrance, de mettre fin à sa vie, à sa manière. En 1972, à la mort de Keiko, on est presque 30 ans après la fin de la guerre et pourtant personne ne parle des femmes de réconfort. C'est même pas un sujet et le témoignage de Keiko ne change rien. Ça n'intéresse personne. Il faudra attendre 1991 et un débat qui a été initié par une Coréenne qui, elle, a combattu toute sa vie pour être reconnue comme victime de traite humaine pour que le sujet des femmes de réconfort explose enfin publiquement. Et c'est là, presque 20 ans après la mort de Keiko, que son manuscrit prend tout son sens parce que on est presque 50 ans, un demi-siècle après les faits et quand les gens commencent à se poser des questions, c'est pas facile de trouver des témoins, c'est pas facile de trouver des témoignages. Déjà, qui sont les victimes? Où sont-elles? Est-ce qu'elles vont raconter la vérité? Parce que, en plus, maintenant, il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux financiers. Mais Keiko Yamauchi, elle a tout consigné. Elle a laissé une trace de toute sa vie. Elle a décrit toutes les étapes, donné tous les détails de façon factuelle et sans rien demander. Et ça, presque 20 ans avant que les gens commencent à débattre du sujet. Donc c'est l'un des rares témoignages aussi détaillés laissés par une femme de réconfort japonaise et probablement c'est le plus complet qui couvre vraiment toute sa vie. Et son récit, encore une fois, ne cherche pas à convaincre, il ne cherche pas à accuser, il ne cherche pas à obtenir réparation, il raconte juste sa vie. Et c'est précisément ce qui lui donne aujourd'hui une valeur historique exceptionnelle. La lettre que Keiko laisse près d'elle à sa mort n'est pas adressée à sa famille ou à des proches, elle n'est pas adressée à un ancien petit ami, elle est adressée à une journaliste qui travaille dans l'un des plus grands journaux japonais. Et dans son dernier message,
Keiko, encore une fois, ne pointe pas du doigt le système, elle accuse personne, elle demande pas de reconnaissance, elle demande pas d'indemnisation, pas d'excuses. Son seul souhait, c'est que personne n'oublie son histoire et que personne n'oublie celle des femmes qui ont vécu l'enfer à ses côtés. Et c'est quelques années plus tard, y compris grâce au témoignage de Keiko, qu'en 1996 puis en 1998, plusieurs rapports de l'ONU concluent que le système des femmes de réconfort constitue bel et bien une forme d'esclavage sexuel. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce nouveau format vous plaît, c'est déjà la 4e vidéo du style qu'on fait. N'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous plaît ou pas, et en tout cas à soutenir le format si vous aimez, parce que c'est pas le genre de vidéo en tout cas pas le genre de sujet que YouTube met facilement en avant, au contraire on est plutôt même démonétisé sur ce genre de vidéo. Je remercie aussi évidemment CyberGhost VPN qui nous permet de faire ce genre de vidéo, d'aborder tous les sujets sans aucune censure ni rien. Il y a le lien en description si jamais vous voulez un bon VPN, que ce soit en voyage ou chez vous pour débloquer le contenu géolocalisé, je le rappelle. Des bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures.